Un homme de 22 ans suspecté d'être le violeur à la trottinette qui sévissait depuis plusieurs semaines dans la métropole a été arrêté et mis en examen ce week-end. Confondu par son ADN, le Fontainois a reconnu un viol sur tous les faits qui lui sont reprochés. Le procureur de la République de Grenoble tenait ce matin une conférence de presse. Durant ces 8 dernières années, Grenoble a changé environ les 3/4 de son parc de lampadaires. L'éclairage traditionnel a laissé place à des LED et la mise en place de possibilités d'adapter la puissance de l'éclairage en fonction des heures. Résultat, un coût de fonctionnement annuel à 700 000 au lieu d'1 million d'euros. Et puis, il faut parfois regarder de très près les gravures de Rembrandt pour déceler le trait précis de l'artiste. Le couvent Sainte-Cécile à Grenoble se penche sur les femmes qui ont inspiré le maître néerlandais. Certaines œuvres n'ont jamais été dévoilées au public et mettent en lumière domestiques, mendiantes ou femmes du grand monde. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 8 avril 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après plusieurs semaines de recherche, un jeune homme de 22 ans qui habite Fontaine a donc été arrêté ce week-end dans l'affaire du violeur à la trottinette. Ce matin, le procureur de la République, Éric Vaillant, a convoqué la presse. Elina, vous étiez au palais de justice. Oui Marie, depuis son arrestation, le jeune homme de 22 ans a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Corba, près de Lyon. Il a été mis en examen dimanche par la juge d'instruction pour 2 faits de viol, une tentative de viol, une tentative d'agression sexuelle, une tentative d'extorsion de fonds et 2 tentatives de violence. Sur ces 7 faits, le coupable présumé n'a reconnu qu'un seul viol pour lequel il est confondu par son ADN. En plus de ces 7 femmes victimes, d'autres pourraient être ajoutées au dossier par la suite. Toutes ces plaintes, pour l'instant je vous dis il n'y en a qu'une seule, mais je pense qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui sont susceptibles d'arriver. Ces plaintes donc seront examinées, donc évidemment avec attention, avec diligence. Et notre premier travail, le premier travail des policiers, sera de voir si, oui ou non, on peut les rattacher, comme le disent les victimes, à cette affaire du violeur à la trottinette. Donc c'est un jeune homme de 22 ans, plutôt bien inséré en effet. Voilà, et donc au profil surprenant, ce qui va donc justifier que la juge d'instruction ordonne des expertises psychologiques et psychiatriques pour qu'on cerne mieux sa personnalité. Et ce qui avait permis son arrestation, c'est la conjoncture de plusieurs éléments, 4 axes, grâce à l'ouverture d'une cellule d'enquête dédiée. Les axes étaient les suivants. D'abord l'ADN qui avait pu être récupéré lors d'un fait de viol, ADN qui était jusqu'alors inconnu de notre base, de nos fichiers police. Ce profil génétique n'a pas pu faire l'objet d'un rapprochement au niveau de nos bases de données. C'est à partir de là qu'il y a différentes voies d'investigation, d'autres voies d'investigation qui ont pu être offertes aux enquêteurs, comme le portrait robot génétique et la recherche en parentalité, qui ont pu effectivement resserrer considérablement le nombre de suspects et orienter les enquêteurs pour affiner leurs recherches. Ensuite, il y a un deuxième axe d'enquête qui était un axe téléphonique. Donc là, il y a un gros travail de recoupement qui a été mis en place de par l'ensemble des faits pour essayer de confondre un numéro de téléphone. Et cela a permis notamment d'avancer sur un profil. Le troisième axe d'enquête, à savoir une photo qu'on a pu extraire de l'ensemble des systèmes de vidéoprotection de l'agglomération grenobloise. Vidéo qui nous a permis de travailler sur un type de trottinette spécifique, type qui nous a permis du coup, encore une fois, de resserrer les taux sur un individu, un suspect probable. En marge de ces 3 axes, on a eu énormément de signalements qui nous ont été remontés. Pour exemple, chaque semaine, c'était environ une 40aine de signalements qui nous étaient adressés. À chaque fois, bien évidemment, les enquêteurs les prenaient tous avec autant de rigueur. Cela également nous a permis d'affiner le profil du suspect. Le mécanicien qui avait travaillé dans un magasin de trottinettes utilisait un modèle de véhicule qui présentait des signes particuliers d'équipements personnalisés et qui ont permis de l'identifier plus facilement en faisant le tour des magasins. Un de ses anciens employeurs a pensé reconnaître l'engin. Contrairement à ce qui avait été dit ce week-end, il ne s'est pas livré lui-même à la police. Il a été convoqué par les services de police qui l'avaient déjà identifié.
Une fois convoqué par les services de police, il s'est présenté pour être entendu. Les policiers lui ont indiqué qu'il devait être entendu en tant que témoin et c'est devant l'hôtel de police qu'ils l'ont arrêté et qu'ils ont pris son ADN. Et bien que ça soit une circonstance aggravante, le suspect explique en partie ses actes par sa consommation d'alcool. D'après son avocat, on l'écoute. C'est un garçon qui était et qui est toujours parfaitement bien inséré. Il a 22 ans, une petite amie, il a toujours eu une activité professionnelle et il a un profil qui ne correspond pas à ces infractions qu'on lui reproche. Donc le moment venu, on fera les investigations et la juge fera les investigations pour comprendre quel a été son parcours, ce qu'il a pu vivre ou ce qu'il a pu traverser pour commettre le ou les faits qui vont lui être reprochés. Et les expertises psychiatriques et psychologiques seront également déterminantes pour comprendre si on a affaire à quelqu'un qui a une pathologie mentale, si c'est une personne qui a une paraphilie ou si c'est une personne qui a été influencée ou dépassée de par sa consommation d'alcool. L'explication qu'il donne pour l'instant est liée à sa consommation d'alcool. Il est évident que on ne pourra pas se contenter de cette explication-là et que les choses sont plus compliquées. Il faut que lui-même soit capable de comprendre ce qui a pu se passer dans sa tête pour en arriver là. Et selon le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, le mis en examen encourt 15 ans de réclusion criminelle qui pourrait passer à 20 ans s'il est poursuivi comme criminel en série à la fin de l'instruction. Et donc l'enquête se poursuit. Merci beaucoup, Lina. Comment bien éclairer la ville, allier sécurité et économie d'énergie? Une problématique que la ville de Grenoble a pris à bras-le-corps. Depuis 8 ans, de nombreuses modifications ont été engagées avec la régie Grenoble Lumière. Et la ville compte poursuivre sur la même voie avec des prestataires privés cette fois, Greenalp et Citeos Bouygues. Désormais, la consommation de la ville pour s'éclairer se monte à 5 gigawattheures par an contre 12,4 il y a 8 ans. Les pannes sont aussi beaucoup moins nombreuses et le nombre de lampadaires a baissé, passant de 19 400 à 17 040 points lumineux. Tout ce qui a été fait ces 8 années avec un investissement conséquent fait qu'aujourd'hui, on a une consommation d'énergie de l'éclairage public qui a baissé de plus de 50%. On a remplacé 70% du parc d'éclairage public. Et ensuite, dans les ambitions que la ville de Grenoble a, c'est effectivement de trouver cet équilibre finalement entre on éclaire parce qu'il y a de l'activité, parce qu'il y a aussi du passage. L'autre pan, c'est toujours être vigilant sur ces histoires de consommation d'énergie qui ont un coût quand même. Et puis bien évidemment la question de la préservation aussi de la biodiversité sur les espaces où on a des lieux et des espaces verts. En plus d'avoir rénové l'éclairage et d'être passé en fait à des sources LED, on a fait le choix aussi d'installer en fait un module qui permet de baisser en fait la luminosité au cours de la nuit. Aujourd'hui, on éclaire à 85% en fait de la capacité de la source et on descend en fait à moins 70% en cœur de nuit. C'est un système qui est intéressant puisque à la fois ça nous permet de faire des nouvelles économies d'énergie. Et aussi, ça permet d'avoir un éclairage qui répond aussi à la fréquentation en fait, des espaces publics. Et l'étape d'après, en fait, c'est d'affiner aussi notre gestion de l'éclairage pour vraiment en fait, arriver à un principe d'éclairer juste au bon endroit, à la bonne heure, et que ce soit vraiment en réponse en fait, aux besoins et aux attentes des citoyens. Il reste encore un quart du parc à changer, des lampadaires situés pour l'essentiel dans le quartier Tesser et les grands boulevards entre le pont de Catane et le stade des Alpes et sur la presqu'île. Dans le reste de l'actualité, 1 millier de personnes environ ont manifesté ce week-end contre le projet d'extension de ST Microelectronics à Crolles au cri de l'eau, pas des puces. D'abord samedi dans le centre-ville de Grenoble et puis sur la presqu'île justement aux abords du CEA et dimanche à Crolles dans le parc Paturel. Ce matin, encore un rassemblement d'une centaine de personnes contre ce projet d'extension a perturbé l'entrée de la presqu'île, notamment au niveau de la place Nelson Mandela. Le visage des pontes de la Bastille se remodèle doucement, fort de son succès de réhabilitation de l'ex-institut Dolomieu ouvert en janvier 2023. Le Babel Community annonce l'installation d'une centaine d'hébergements dans l'ancien institut de géographie alpine. Laissé à l'abandon au début des années 2000, les travaux d'un montant de 10 millions d'euros devraient débuter avant l'été pour une ouverture au printemps 2026.
2006. Les fondateurs de Babel Community estiment que leur chiffre d'affaires pour la première année d'exploitation du premier bâtiment est 2 fois plus élevé que celui qu'ils espéraient. La Bastille qui sert souvent de terrain d'entraînement pour les sportifs locaux, y compris les participants du Grenoble-Visil, que l'on va retrouver dans le résumé sport préparé par Lucille Dailly. Mais avant cela, une belle perf du FCG. Ça commence avec un exploit encore du FCG Rugby à Nevers, jusqu'ici 5e de Pro D2. Les Grenoblois gaillards menaient 13-7 à la mi-temps. Nevers est revenu 19-13 à la faveur de 2 essais. Le FCG discipliné s'est finalement imposé 22-19 grâce à un drop splendide de Sam Davis et à une défense remarquable dans les dernières secondes. Les Rouges et Bleus s'offrent une 4e victoire d'affilée et une 8e place au classement à 4 points de la 4e place. Spirale inverse pour le GF38 qui n'arrive toujours pas à faire sauter les verrous. Après le nul de la semaine dernière, les Grenoblois encaissent à Paris une 7e défaite en 8 matchs. Ils avaient pourtant marqué les premiers, mais le PFC en pleine réussite a mieux géré la partie et s'impose 2-1. Grenoble reste à la 11e place avec 41 points après 31 journées. Le GF recevra Angers au Stade des Alpes lundi prochain, 15 avril à 20h45. Pas de victoire pour les basketteuses iséroises qui jouaient à l'extérieur leur premier match de quart de finale de Ligue 2 féminine. Le BCTM de la Tronche-Mélan a perdu 59-42 à Chartres et le PVBC Pays Voironnais s'est incliné d'1-rien 61-60 à Montbrison. Et puis une arrivée magnifique de l'épreuve reine du Grenoble-Visil avec 2 reines impossibles à départager sur la ligne d'arrivée. Sandra Lisi et Justine Martin se hissent ensemble au sommet du classement des 30 km femmes. Chez les hommes, c'est un cycliste adepte du duathlon, Fabien Holbach, qui l'emporte. Et puis l'aviron grenoblois brille au championnat de France des bateaux courts. Les frères Thibaut et Guillaume Turlan prennent le titre en 200 barreurs seniors. Ferdinand Ludwig s'impose en skiff senior poids léger et Laura Tarantola prend l'argent en skiff senior poids léger. Et des idées de sortie avec, pour débuter, une nouvelle exposition consacrée à des œuvres de Rembrandt au couvent Sainte-Cécile à Grenoble. Si ces toiles sont plus connues, le maître du clair-obscur exerçait aussi son art sur des gravures. La fondation Glénat, qui en possède un certain nombre, a choisi de consacrer sa dernière exposition aux représentations de femmes dans l'œuvre de l'artiste néerlandais Camille Avon. Mettre les femmes au premier plan pour sublimer la nature humaine. Au couvent Sainte-Cécile, la nouvelle exposition Les femmes chez Rembrandt présente 11 gravures inédites faites par l'artiste au XVIIe siècle. Ce peintre néerlandais avait un intérêt tout particulier à peindre des portraits de femmes. Pour travailler sa technique et affiner son coup de crayon, Rembrandt commence par dessiner des portraits des femmes qui l'entourent, sa femme Saskia, mais également sa mère. C'est une gravure qui est l'une des dernières gravures en réalité de sa mère. Elle est assez âgée, elle a le regard vers le bas, elle porte un voile sur la tête. Et en fait, dans ces petites gravures, vous avez vraiment aussi toute la tendresse qu'il va porter à sa mère. Susciter de l'émotion et des réactions, c'est ce que souhaite cet artiste baroque à travers ses portraits. Avec le temps, Rembrandt commence à dessiner des femmes de la vie quotidienne. C'est notamment le cas de cette gravure représentant une de ses domestiques qui pose pour lui. L'artiste va également dessiner des portraits uniques pour l'époque. C'est l'une des rares gravures de femmes noires que l'on peut trouver en effet dans l'art sur cette période-là du début du XVIIe siècle. La femme de couleur noire est souvent représentée en retrait. Dans les tableaux du XIXe siècle, c'est souvent la nounou, la domestique, elle va être en retrait de la famille bourgeoise. Là, dans cette gravure-ci, c'est le sujet vraiment de la gravure. Rembrandt n'a pas fait le choix de rajouter de l'ombré sur la peau de cette femme-là. Rembrandt veut montrer les corps tels qu'ils sont sans les idéaliser. Sur des portraits mettant en scène des personnages de la Bible, l'artiste joue à désacraliser ces personnes pour les humaniser. Habituellement, Adam et Ève sont représentés selon des critères de beauté particuliers. Ici, quand vous regardez ces deux personnages, vous voyez qu'ils ne sont pas beaux. On voit les corps, vraiment des corps humains. En réalité, il n'y a pas de fioritures qui sont mises autour de ces personnages-là. Rembrandt fait le choix de ne pas les sacraliser puisqu'ils vont finir mortels, hommes, et donc ils seront comme tous les hommes ensuite. Ces 11 gravures sont issues d'un prêt de la Fondation Custodia et également du Petit Palais à Paris. Certaines gravures viennent aussi du Fonds Glénat.
Et puisque le couvent Sainte-Cécile fête ses 400 ans en 2024, les premières salles du cabinet Rembrandt se verront offrir une nouvelle scénographie à compter du second semestre. Le 23 février 2022, une partie de leur monde s'est aussi écroulée. Réfugiés en France avec une partie de leur équipe, l'artiste russe Tatiana Frolova et le théâtre CNAM présentent mardi et mercredi à la MC2 de Grenoble « Nous ne sommes plus », un poignant théâtre documentaire composé de témoignages de membres de la compagnie, de proches et de leurs compatriotes, quand le profond mystère de l'âme russe qui a bercé l'imaginaire collectif pendant des siècles s'est soudain transformé en opération spéciale, un spectacle en langue russe surtitré en français. Pour les plus petits, noir sur blanc, un concert dessiné par la compagnie Zèbre A3 au grand angle à Voiron. Au rythme des chansons, tel un DJ graphique, la main du dessinateur dépose sur l'écran des couleurs éclatantes, des traits, des lettres, du feutre et du sable, des pigments et compose en direct des tableaux instantanés qui se révèlent comme par magie. On croise aussi des enfants timides, rebelles ou joyeux, mais aussi un réveil matin, l'océan ou les planètes. Le dessinateur Sylvain Lubac animera également un atelier parents-enfants mercredi après-midi. Pour les fans d'Hayao Miyazaki, le Méliès à Grenoble programme mardi soir Le Château de Cagliostro. Assez méconnu en Occident, ce film fait pourtant partie du cycle Lupin III, très populaire au Japon. Histoire d'Edgar, gentleman cambrioleur qui, pour se venger d'avoir été dupé, se rend dans la petite principauté de Cagliostro, décidé à dérober la somme la plus importante de sa carrière. La projection sera précédée d'une conférence de Ian Nguyen, traducteur et spécialiste du cinéma d'animation japonais. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.